Un tueur suit un scénario, jusqu'à ce que Miss Marple change la fin. Bienvenue dans les dossiers. Je suis votre hôte Étienne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez aujourd'hui. Cela me fait toujours plaisir de savoir d'où vous écoutez. Commençons. C'était un après-midi de fin d'été dans le village de Little Witchwood, une journée dorée qui semblait faite pour les garden parties et les bavardages distingués. Sous l'ombre tachetée de vieux hêtres, les tables drapées de nappes fleuries s'affaissaient sous le poids des gâteaux aux fruits, des tasses à thé et des théières en argent scintillant tels des trophées au soleil. Les Witchwood Players, la troupe de théâtre amateur locale, organisaient une fête pour récolter des fonds pour leur production automnale, un mystère de salon intitulé « Un mystère de salon ». L'écharpe et l'escalier, écrits et réalisés par leur membre le plus récent et le plus éblouissant, M. Leslie Faulkner. « Quel homme curieux !» murmura Madame Weatherby, son grand chapeau tremblant comme une gelée nerveuse, tandis qu'elle se penchait vers son compagnon. « Il a joué à Londres, vous savez, au théâtre de répertoire. Quelque chose chez les ambassadeurs. » Miss Marple, assise juste derrière eux, sa broderie nichée sur ses genoux, ne donnait aucun signe d'écoute. Elle ne l'a jamais fait. La fête fut un succès, selon toute apparence. Les enfants se précipitaient d'un étal à l'autre, les doigts collants. La femme du pasteur provoquait des exclamations de joie à la tombola, et dans un coin de la pelouse, M. Faulkner lui-même tenait sa cour sous un parasol rouge, s'adressant avec un flair exagéré à qui voulait l'entendre. « Je te le dis, ma chérie, » a-t-il lancé à un public réticent qui comprenait le colonel à la retraite d'Anvers et une vieille fille déconcertée nommée Miss Clegg, la Seine et le village ont beaucoup en commun, tous deux pleins de prétentions, de secrets et d'une tension exquise. « Il continue, » murmura Miss Clegg avec un léger tremblement de peur dans la voix. Miss Marple, qui venait de terminer une rangée de jolies petites marguerites au point de croix, leva brièvement les yeux et sourit faiblement. À 17 heures, le clou de la soirée commençait. Une courte lecture théâtrale par les membres de la troupe. Des chaises étaient disposées sous le chapiteau et une scène improvisée, en réalité, une simple estrade avec quelques arbustes en pot, plantait le décor. La pièce était tirée d'une scène de la pièce à venir. Une confrontation entre une riche douairière et son neveu intrigant, se terminant par un simulacre de coups de couteau. Les acteurs étaient en grande forme, en particulier Leslie Faulkner, qui, dans le rôle du neveu méchant, a prononcé son texte avec la conviction haletante de quelqu'un qui prend chaque syllabe très au sérieux. « Et maintenant, tante Margaret, » entonna-t-il en levant le coupe-papier accessoire, « vous allez payer pour ce que tu as fait à maman. » Un soupir collectif s'éleva dans l'assistance. La douairière, interprétée par la sensée et pragmatique Madame Evangeline Harper, prononça son discours d'adieu avec une retenue admirable. Puis le moment arriva. Leslie se précipita en avant et la lame frappa juste, ou sembla le faire. Ce qui a suivi était la confusion. Madame Harper trébucha, tomba en arrière et ne se releva pas. Il y eut un moment de silence, puis des rires nerveux, incertains. Les applaudissements commencèrent, hésitants, mais Miss Marple n'applaudit pas. Elle s'était levée très lentement et s'avançait déjà vers la scène avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait été témoin de plus de violence au cours de sa longue vie que la plupart des gens ne voulaient l'imaginer. « S'il vous plaît, » chaya crier quelqu'un. « Cela fait juste partie du spectacle. »« Non, » dit doucement Miss Marple, sa voix tranchant comme une lame de rasoir. « Non, j'en ai bien peur. » Madame Harper était morte. Le coupe-papier, émoussé, soi-disant, était recouvert de quelque chose de sombre et d'incomparable. Un cri s'éleva. Une chaise se renversa. Un plateau de scones s'écrasa au sol. Et à ce moment précis, le voile chaud et doré de Little Witchwood s'est déchiré, révélant quelque chose de pointu et de laid en dessous. Miss Marple, ses yeux bleus indéchiffrables, ne regardait pas le corps,
mais les personnes désormais rassemblées en cercle serré. Leur visage lui disait tout, la peur, la culpabilité et, plus curieuse encore, la performance. Elle a constaté, non pour la première fois, que la vérité portait souvent le masque le plus convaincant. La fête champêtre s'était dispersée comme une volée d'oiseaux effrayés. Les invités furent raccompagnés hors du chapiteau par le vicaire et le colonel Danvers, tremblant, tandis que deux des plus jeunes acteurs tiraient à la hâte les rideaux de toile autour de la scène improvisée, protégeant la silhouette immobile de Madame Evangeline Harper des regards choqués des villageois. Miss Marple resta immobile au milieu du chaos, les mains soigneusement jointes sur la poignée de son sac à main, le regard scrutant chaque détail avec une précision sereine. Elle ne s'approcha pas du corps. Cela ne servirait à rien maintenant. Mais elle remarqua que M. Leslie Faulkner s'était éloigné de la scène et restait figé, fixant son accessoire ensanglanté comme un homme au milieu d'un rêve qu'il ne maîtrise plus. Le couteau n'avait jamais été tranchant, tout le monde le savait. Il avait été utilisé des dizaines de fois lors des répétitions, émoussé comme une cuillère, sûr, inoffensif. Et pourtant, Madame Harper gisait derrière le rideau, bien morte. Lorsque l'agent Brent arriva, essoufflé et le visage rouge de son trajet à vélo depuis la gare, la foule s'était à nouveau resserrée le long de la haie du jardin du presbytère. L'agent était jeune, sérieux et enclin à faire des déclarations définitives bien trop hâtives. Il adressa un bref signe de tête à Miss Marple avant de se frayer un chemin à travers les badauds. « C'est cet acteur, hein ?» murmura Madame Weatherby à qui voulait l'entendre. « Trop de drames, disais-je toujours, tous ces faux semblants, de la scène au péché, il n'y a qu'un pas. » Miss Marple sourit gentiment, mais ne répondit pas. Elle n'interrompait jamais les ragots. C'était l'une de ses sources d'informations les plus précieuses. Dans le salon du presbytère, un poste de commandement improvisé avait été installé. L'agent Brent discutait avec le docteur Penrose, le médecin généraliste du village. Un homme petit et filiforme aux mains tremblantes, mais à l'esprit très posé. Il avait examiné le corps et rendait son verdict. Ponction entre la 4e et la 5e côte, inclinée vers le haut, sectionnant l'aorte. Mort immédiate. Il retira ses lunettes et les frotta avec un mouchoir taché. Impossible avec un objet contondant, je dirais. Donc la lame a été échangée, conclut Brent, délibérément, intentionnellement. Faulkner, toujours, debout au centre de la pièce comme un acteur attendant son signal, secoua lentement la tête. Mais je n'ai rien fait. Je vous jure que j'ai utilisé le même accessoire avec lequel nous avons répété. Oh Seigneur, je n'ai même pas touché aujourd'hui. Molly me l'a apporté. Molly? Répéta Brent. Molly Carmichael, la plus jeune membre de la troupe, fut appelée depuis la véranda. Elle était assise, un châle serré autour des épaules, le visage pâle sous ses taches de rousseur. On l'avait affectée aux accessoires et à la garde-robe, une partie de son apprentissage, comme l'avait dit Faulkner, mais elle semblait maintenant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. J'ai posé le couteau sur le plateau avec les autres choses ce matin, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je n'ai pas vérifié. J'ai juste supposé, enfin j'ai toujours pensé que c'était pareil. Où était-il conservé? Demanda Brent. Dans le coffre à costume. On le ferme à clé après chaque répétition, mais la clé est accrochée au crochet dans le couloir. Miss Marple se tourna légèrement, comme si elle admirait simplement le papier peint du vicaire. Mais son esprit traçait déjà des motifs. Un coffre verrouillé, une clé accessible, une pâle d'hélice qui, soudain, n'existait plus. N'importe. Qui aurait pu y jeter un œil, alors? Marmonna Brent. N'importe qui dans la troupe. La liste, une fois compilée, était étonnamment longue pour une production de village. Outre Faulkner et Molly, il y avait Philip Dean, un instituteur, maussade avec un don pour le mélodrame, Gladys Ridge, une veuve âgée qui s'occupait de la vente des billets et des retouches de costumes, Timothy Blight, le fils du boulanger et aspirant machiniste, et Daphne Hargrove,
une grande femme à la bouche sardonique et aux opinions tranchées, qui avait accepté le rôle d'assistante réalisatrice lorsqu'il était devenu clair que M. Faulkner préférait diriger depuis les projecteurs. Chacun fut convoqué. Chacun fit une déclaration. Tous étaient sous le choc, voire dévastés. Mais tandis que Miss Marple écoutait tranquillement depuis son fauteuil près de la fenêtre, son tricot intact sur les genoux, elle sentit le même frisson lui traverser l'estomac qu'elle avait éprouvé à maintes reprises. Quelqu'un mentait. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était la façon dont le regard de Daphne Hargrove se posait sur Faulkner une seconde de trop. La façon dont Philip Dean serrait la mâchoire à l'évocation du nom de Madame Harper. Le tremblement des mains de Molly qui ne semblait pas entièrement dû à la peur. Ce que la plupart des gens ne comprenaient pas, c'est ce que Miss Marple est appuyée sur. Le meurtre était rarement le fruit d'un moment de folie. Non, le meurtre marquait généralement la fin d'une histoire et non son commencement. Dehors, le crépuscule commençait à tomber sur le village, le ciel se teintant de rose derrière le clocher de Sainte-Agathe. Tandis que les invités se dispersaient et que la fête se déroulait discrètement, Miss Marple se dirigea lentement vers le bord du chapiteau, où se dressait encore la scène, étrangement silencieuse désormais, les accessoires et le mobilier à moitié enlevés. Elle s'accroupit, les genoux en signe de protestation, et examina le plateau où étaient disposés les objets de la scène. Un éteignoir en argent, une carafe à cognac, une lettre dans une enveloppe scellée à la cire rouge, et bien sûr le couteau. Il était là, enveloppé dans un linge et étiqueté pour l'arrivée de l'inspecteur le lendemain matin. Mais ce n'est pas le couteau qui a attiré son attention. C'était l'enveloppe, ou plutôt le coin d'un autre papier en dessous, à peine visible, caché comme s'il avait glissé. Elle le souleva avec précaution et révéla une page arrachée d'une lettre, légèrement parfumée à la lavande et portant une seule ligne. C'est écrite d'une écriture ferme et colérique. « Tu regretteras de m'avoir contrarié, je te le promets. » Miss Marple le plia, le glissa dans son sac à main sans un mot et se leva. Pas d'empreinte digitale, bien sûr. Pas de sang. Mais ce qu'elle avait maintenant, c'était quelque chose de bien plus précieux. Un patron. Leslie Faulkner était un homme habitué à être observé, admiré, adoré, et Madame Harper, sans être une starlette, n'était pas étrangère à la confrontation. Elle avait autrefois présidé le Conseil des femmes avec une rigidité qui avait fait tressaillir le député local. Elle s'exprimait franchement, et Mademoiselle Marple se souvenait avec précision d'une conversation autour d'un thé quelques semaines auparavant, au cours de laquelle Madame Harper avait qualifié M. Faulkner de petit pan égocentrique aux idées dangereuses. Et les pons, Miss Marple le savait, n'appréciaient pas les insultes. Pourtant, l'insulte n'était pas un motif, pas en soi. Qu'avait Madame Harper savait-elle ou a-t-elle fait ce qui méritait une telle mort publique? De retour au presbytère, Faulkner s'était affalé dans un fauteuil, la tête entre les mains, tandis que l'agent Brent fouillait dans ses notes, ne sachant pas s'il devait procéder à une arrestation ou attendre une autorité supérieure. Miss Marple ne l'interrompit pas. Pas encore. Le moment des questions viendrait et quand ce serait le cas, elle les poserait prudemment, doucement, comme on pourrait suggérer une seconde tasse de thé. Mais même maintenant, elle était certaine d'une chose. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. L'événement avait été mis en scène, voire répété, avec soin et calcul. Quelqu'un savait exactement comment la scène allait se dérouler, et quelqu'un avait écrit ces dernières lignes bien avant que le rideau ne se lève. La nuit tombante drapait Little Witchwood d'un velours discret, les réverbères projetant de longues ombres vacillantes sur ses ruelles pavées. Le silence était étrange, comme si le village lui-même retenait son souffle. La nouvelle de la mort de Madame Harper s'était répandue, comme toujours dans les petites communautés, non pas avec précipitation, mais avec précision. Des noms étaient murmurés derrière les rideaux tirés, des mobiles imaginés dans des salons bien rangés, des culpabilités attribuées autour d'un thé tiède.
Mais derrière chaque théorie se cachait une question unique, tacite. Qui la tuerait et pourquoi? Miss Marple rentra à son cottage de Church Lane juste à temps pour allumer le feu et préparer un léger souper. Elle se déplaçait sans hâte, mais ses pensées ne s'arrêtaient jamais. Le mot plié reposait maintenant sur son bureau, à côté de sa tasse de thé. L'écriture n'était ni féminine ni juvénile. Elle était délibérée, maîtrisée. De telles menaces étaient rarement vaines et presque jamais spontanées. Le lendemain matin arriva l'inspecteur Graves de Market Cudbury, un homme pragmatique, à la moustache grise, attaché aux faits simples et respectueux, quoique méfiant, de l'aide occasionnelle de Miss Marple. Il arriva promptement au presbytère, ne perdit pas de temps en politesse et commença ses entretiens avec une efficacité redoutable. Miss Marple, bien sûr, avait déjà prévu d'apporter un petit plateau de jeunes bégonias à la femme du pasteur dont elle avait souvent admiré le jardin. On la conduisit dans la cuisine, où elle resta à proximité, confortablement installée dans un fauteuil, discutant gentiment avec la femme de chambre, l'oreille attentive au ton et au rythme de chaque échange dans la pièce voisine. Daphne Hargrove fut la première à être interrogée. Sa voix exprimait plus d'assurance que d'aisance. « Je ne sais pas quoi vous dire de plus, inspecteur. Nous avons tous répété cette scène des dizaines de fois. Rien n'a jamais mal tourné jusqu'à hier. Madame Harper ne se faisait pas d'ennemis. Facilement. Mais elle n'était pas vraiment diplomate. Si quelqu'un avait un grief, il le ferait à propos de quelque chose qu'elle dit. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait. Vous souvenez-vous que quelqu'un se soit disputé avec elle? Demanda Graves. Il y eut un silence. Puis, Philip Dean. Il y avait une certaine tension. Elle a critiqué sa façon de parler pendant la répétition, la qualifiant de maussade et vague. Il ne l'a pas bien pris. Philip Dean fut le suivant, et bien que sa voix fût basse, elle était chargée de ressentiment. Elle m'a humilié, devant tout le monde. Et je l'avoue, oui, j'ai dit que j'en avais assez, que je ne me laisserais pas faire par une matriarche autoproclamée jouant Lady Bracknell dans la vraie vie. Mais je ne l'ai pas tuée. Bon sang. Je suis parti en trombe, certes, mais je suis revenu 10 minutes avant le début. Molly m'a vu. Demande-lui. Et c'est ce qu'ils firent. La voix de Molly était plus hésitante, empreinte de confusion et d'un tremblement persistant de culpabilité. J'ai vu Philippe revenir. Il enfilait son costume derrière le chapiteau. Il avait l'air contrarié, mais pas dangereux. Et Leslie, Monsieur Faulkner, faisait les 100 pas en marmonnant des répliques. J'ai sorti les accessoires, comme toujours. Je n'ai même pas regardé le couteau. Les oreilles de Miss Marple se dressèrent légèrement. Comme toujours, avait dit Molly. Et pourtant, cette fois, quelqu'un avait changé quelque chose. C'était là le nœud du problème. Elle attendit que l'inspecteur ait terminé sa matinée et profita d'un bref moment de calme dans le bureau du vicaire, avant de frapper doucement à la porte. « Ah, Miss Marple, dit-il avec un sourire prudent. Je me demandais combien de temps cela vous prendrait. Je n'oserais pas intervenir, inspecteur. Seulement, j'ai pensé partager quelque chose d'assez étrange. » Elle déposa délicatement le mot « plié » sur le bureau, l'aplatissant. « J'ai trouvé ça sous le plateau des accessoires. Je doute que ce soit destiné à être vu. » Il le parcourut rapidement, les sourcils levés. « Tu regretteras de m'avoir contrarié. Enfin, c'est un peu dramatique. »« Non ? Ça ressemble plutôt à une pièce de théâtre, vous ne trouvez pas ?» songea Miss Marple. « Mais la vraie colère se déguise souvent en jeu théâtral. Je suppose que l'analyse graphologique ne sera d'aucune aide. Mais je me demande qui, dans la troupe, pourrait être tenté d'écrire une chose pareille. » Graves tapota le bureau du bout des doigts. « Vous soupçonnez Faulkner ? Je crois qu'il est trop habitué à être observé pour proférer des menaces aussi inconsidérées. Je pense que celui qui a écrit cela se sentait invisible, ignoré. Kay voulait s'affirmer. Pas aux yeux du monde, son. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit discrètement visite à Gladys Ridge, qui vivait dans une maisonnette coquette près de la poste. Gladys était proche de Madame Harper,
même si peu de gens au village auraient qualifié cela d'amitié. Il s'agissait plutôt d'une alliance pragmatique, deux femmes qui désapprouvaient beaucoup de choses, mais parvenaient à se soutenir mutuellement dans leur désapprobation. Miss Marple apporta un biscuit au citron et resta assez longtemps pour entendre les condoléances répétées et l'incontournable « Quel choc !» Mais au moment de partir, elle remarqua doucement « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que beaucoup de membres du parti avaient, disons, une relation quelque peu tendue avec cette chère Madame Harper. Ça a dû être difficile de maintenir l'harmonie avec des personnalités aussi fortes. » Gladys eut un léger soupir. Elle a dit ce qu'elle pensait, et la plupart des gens ne supportent pas ça. Daphné voulait le contrôle, Philippe voulait des éloges, et Leslie, il voulait l'admiration, et n'a reçu aucune admiration d'Évangeline. Mais elle avait de bonnes intentions, tu sais, elle a financé la moitié des costumes. Vraiment? Les yeux de Miss Marple brillèrent. C'est généreux. Eh bien, elle avait pitié de Molly. Elle pensait qu'elle était manipulée par Faulkner. Elle lui donnait de l'argent pour qu'elle s'achète sa propre robe, au lieu de cette chose ridicule que Leslie voulait qu'elle porte. Elle disait que Molly devait se défendre. Cela, pensa Miss Marple, n'était pas quelque chose qu'un homme comme Faulkner apprécierait. De retour chez elle, elle se dirigea directement vers son bureau, où elle conservait des coupures de presse, des lettres et, occasionnellement, quelques avis du village. Parmi eux, un article du Witchwood Gazette 2 mois plus tôt, un reportage sur l'arrivée de M. Leslie Faulkner y était présenté. Il détaillait ses réalisations passées, mentionnait ses projets d'apporter une qualité théâtrale sérieuse à la région et incluait une photo. Sur la photo, Faulkner posait à côté d'une femme beaucoup plus jeune, mince, brune et souriante, mais son nom n'était pas mentionné dans la légende. Miss Marple fixait l'image. Ce n'était pas Molly, ce n'était pas Daphné, mais la ressemblance était suffisante pour éveiller ses soupçons. Elle a pris sa loupe, oui, elle était là, une bague au doigt de la femme, et à celui de Faulkner, des alliances assorties. Miss Marple se rassit, les doigts croisés. Leslie Faulkner avait une femme, et personne à Little Witchwood ne semblait le savoir. La signification n'était pas immédiatement claire. Mais les secrets avaient du poids, et Miss Marple avait depuis longtemps observé que lorsqu'on se donne tant de mal pour dissimuler quelque chose, c'est généralement parce que cela peut nous détruire. L'étape suivante était évidente. Elle devait reparler à Molly, cette fois sans le regard indiscret des autres, car il devenait évident que ce qui se passait sur scène n'était pas simplement un meurtre commis dans le feu de l'action. C'était une pièce de théâtre soigneusement exécutée, écrite, répétée et interprétée avec une précision cruelle. Et quelqu'un jouait un rôle depuis bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, le village vibrait d'une raideur inquiétante. Un subtil changement s'était opéré dans le rythme quotidien de Little Witchwood. Les commerçants échangeaient moins de civilité, les rideaux restaient tirés un peu plus longtemps et les conversations se taisaient au moindre bruit de pas. Dans un lieu où la routine était vénérée, l'incertitude régnait désormais. Le meurtre de Madame Harper avait perturbé plus qu'une fête champêtre. Il avait brisé la façade de civilité sur laquelle tant de gens comptaient. Miss Marple, levait tôt, disposa une assiette de sablé dans une boîte recouverte de papier sulfurisé et la noua d'un fin ruban bleu. Elle se dirigea vers le modeste cottage situé derrière le marchand de légumes où Molly Carmichael vivait avec sa mère, une femme timide, sujette à des maux réels ou imaginaires. La jeune Carmichael, cependant, avait toujours impressionné Miss Marple par son autonomie discrète, même si son engagement actuel auprès des joueurs l'avait entraînée dans des eaux plus profondes qu'elle ne semblait préparer. Molly ouvrit elle-même la porte, les yeux cernés de fatigue et les mains tordant un torchon avec une persistance nerveuse. « J'ai apporté quelques biscuits, » dit Miss Marple d'un ton enjoué. « Je pensais juste que vous apprécieriez une petite douceur en ces temps difficiles. »« C'est très gentil, Miss Marple, » répondit Molly en s'écartant. « Maman est encore au lit, mais j'ai préparé du thé.
Ils s'installèrent dans le petit salon, un espace propre et ensoleillé rempli de meubles usés et d'un échantillon, brodé sur lequel on pouvait lire faire avec et réparer Miss Marple, attendit que la deuxième tasse de thé soit versée et que le silence s'installe confortablement entre elles avant de parler à nouveau. « J'ai été très désolé d'apprendre. La nouvelle concernant Madame Harper, commença-t-elle doucement. Une femme forte, assurément. Peut-être trop forte parfois. Les doigts de Molly se tendirent autour de sa tasse de thé. « Je sais que les gens ne l'aimaient pas beaucoup, dit-elle, mais elle n'était pas cruelle, pas vraiment. Elle voyait clair dans les gens. Ça les mettait mal à l'aise. En effet, acquiesça Miss Marple. Elle était aussi protectrice envers toi, n'est-ce pas? Molly cligna des yeux. Protective? Gladys Ridge a mentionné que Madame Harper vous avait aidé à payer votre costume. Elle a dit que vous aviez eu des désaccords avec M. Faulkner. Un silence. Puis, avec une émotion à peine dissimulée, il voulait que tout soit à sa manière, chaque réplique, chaque allure. Il disait que la robe comptait plus que la façon de jouer. Que si je n'étais pas à la hauteur, je ne devais pas jouer du tout. Quand Madame Harper l'a découvert, elle a proposé son aide. Elle m'a dit de ne laisser personne me rabaisser. Miss Marple hocha lentement la tête. Et M. Faulkner était-il au courant de ce soutien? Je crois. Enfin, je ne le lui ai pas dit directement, mais elle a réagi plus d'une fois pendant les répétitions. Elle lui a dit d'arrêter de me traiter avec condescendance. Après ça, les choses sont devenues plus froides. Et pourtant, le jour de la représentation, dit doucement Miss Marple, c'est vous qui avez posé le couteau sur le plateau, sans le vérifier. Molly tressaillit. Je ne savais pas que c'était réel, je le jure. Je croyais que c'était le même vieux truc. Je te crois, ma chère, mais je crois aussi que quelqu'un a veillé à ce que ce soit toi qui le transmette, que tu sois trop perturbée ou distraite pour remarquer que ça avait changé. Pourquoi ferait-il? Parce que, dit Miss Marple d'une voix douce, il n'y a pas de moyen plus efficace de dissimuler un crime que de le faire passer pour un accident. Un accident tragique, avec des coupables répartis de tous côtés. Mais ce n'en était pas un, n'est-ce pas? Molly baissa les yeux. Tu crois que quelqu'un voulait que je sois le bouc émissaire? Non, dit Miss Marple d'une voix égale. Je crois que quelqu'un voulait que M. Faulkner le soit, et il avait besoin de votre aide, sans le vouloir, bien sûr. Plus tard dans la journée, l'inspecteur Graves retourna au village, après avoir passé la matinée à enquêter à Market Cudbury. Il fut accueilli par un léger tumulte au commissariat, où un télégramme avait annoncé que Leslie Faulkner était non seulement marié, mais qu'il laissait derrière lui une série de dettes impayées, un ancien partenaire mécontent, et au moins un incident impliquant une crise de nerfs publics lors d'une tournée théâtrale à Norwich. Un homme erra haut en couleur, murmura Graves à Miss Marple, alors qu'il se tenait devant la grille du presbytère. Et il ne serait pas à l'abri d'une petite réinvention. Son nom n'est même pas Faulkner, c'est Leonard Fosbury. Faulkner était un nom de scène. Son nom officiel n'a jamais été changé. Miss Marple assimila cela en silence. La femme sur la photo était-elle sa femme? Oui, Florence Fosbury, une actrice, disparue de la scène publique il y a 2 ans. Pas d'acte de décès, pas de divorce. Et il n'a jamais parlé d'elle. À personne ici. Miss Marple serra les lèvres. Peut-être que Madame Harper l'a découvert. Ce genre d'irrégularité l'aurait certainement perturbée, surtout si elle le soupçonnait d'encourager l'affection de Molly. L'inspecteur haussa les sourcils. « Vous pensez que c'était le cas? »« Non, » répondit calmement Miss Marple. « Mais je pense qu'elle le croyait. Et Madame Harper avait une façon bien à elle d'agir, selon ses convictions. Assez pour l'affronter, assez pour menacer de le dénoncer. Et peut-être l'a-t-elle fait en privé, et quelqu'un a entendu. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait à nouveau sur Little Witchwood, Miss Marple fit une petite promenade, non pas vers le centre du village, mais vers la vieille grange derrière la salle communautaire, où les musiciens entreposaient leurs instruments,
Là, elle trouva Timothy Blythe, dégingandé, rougeaud et maladroit, en train d'empiler des panneaux de bois derrière le hangar. Il a sursauté quand il l'a vu. « Oh, Miss Marple, je ne m'attendais pas à quelqu'un à cette heure-là. Je me promène souvent le soir, dit-elle doucement. C'est une habitude. Je trouve qu'on voit plus de choses quand le monde se calme. » Il bougea, visiblement mal à l'aise. « Vous avez fait un excellent travail avec l'éclairage de la représentation. » Théa-t-elle poursuivit. « C'était vraiment spectaculaire. » Il rougit de fierté. « Merci. Monsieur Faulkner a dit que j'avais un sens inné de la mise en scène. »« Vraiment ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Ça a dû être flatteur. Il est plutôt persuasif, non ?» Le sourire de Timothy s'estompa. « Oui, il peut l'être. Enfin, il parle beaucoup. Il raconte des histoires. Mais je ne suis pas stupide. Je sais quand on se sert de moi. » Vous êtes-vous senti utilisé? Il hésita. Pas par lui, mais je n'ai pas aimé la façon dont il a traité Molly, et Madame Harper non plus. Tu l'aimais bien, n'est-ce pas? Le visage de Timothy rougit à nouveau. Elle était la seule à ne pas rire quand je lui ai dit que je voulais écrire une pièce de théâtre un jour. Elle m'a dit que j'avais de l'imagination. C'était important. Miss Marple l'observa attentivement. Saviez-vous qu'elle comptait dénoncer le passé erratique de M. Faulkner? Timothy hésita. Je les ai entendus se disputer, 2 jours avant la fête. Elle lui a dit qu'elle savait. Elle a dit que s'il ne quittait pas la représentation, elle dirait à tout le village quel genre d'homme il était vraiment. Miss Marple attendait. « Et alors ?» demanda-t-elle. « Et il s'est moqué d'elle, » dit Timothy avec amertume. « Il a dit que personne ne croirait une vieille femme amère à sa place, qu'elle finirait par se ridiculiser. » Il détourna le regard. Elle ne méritait pas ça. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Non, elle ne l'a pas fait. Alors qu'elle rentrait chez elle sous le ciel qui s'assombrissait, Miss Marple s'autorisa un rare moment de tristesse. Pour Madame Harper, certes, mais aussi pour Timothy, Molly et tous les autres, pris entre 2 feux par la tromperie d'autrui. Elle n'avait pas encore toutes les pièces du puzzle, mais les contours commençaient à apparaître. Le mobile devenait plus clair. La méthode, audacieuse, théâtrale, correspondait à l'esprit de quelqu'un qui comprenait la performance. Mais le véritable meurtrier n'avait pas agi seul. Il y avait eu planification, complicité et un léger soupçon de vengeance. Il ne lui manquait plus qu'une dernière observation, une fausse note dans un numéro bien répété, et elle savait exactement comment le faire ressortir. Le lendemain matin, gris et brumeux, le genre de temps qui semblait apaiser même les oiseaux. Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, remuant du miel dans son thé d'un geste régulier et pensif. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge, comtoise, et du croassement lointain d'un corbeau. Dehors, le brouillard pressait les fenêtres comme une gaze, adoucissant les formes des haies et des chaumières au loin. Elle repassa tout dans sa tête, méthodiquement, sans hâte. Une femme assassinée pendant une représentation. Un accessoire, remplacé. Une note cachée dont l'amertume était indéniable. Un passé occulté, une menace proférée, et un village commençant discrètement à soupçonner tout le monde et personne. Quelqu'un avait utilisé les atours du drame pour commettre un acte réel et irréversible. C'était, à sa manière, une performance. Et comme toute bonne production, le meurtre nécessitait un scénario, un mobile et des rôles répétés. Mais quelque chose dans ce meurtre avait toujours frappé Miss Marple comme étrange, trop propre, trop posé. Le tueur n'avait pas paniqué. Cela signifiait que ce n'était pas spontané. Et si c'était vrai, alors la performance elle-même, le moment de la mort, n'était pas seulement une opportunité. C'était le plan. Miss Marple rangea soigneusement le mot dans son sac. Payne se leva de table et sortit. Son manteau soigneusement boutonné, ses gants à la main. Le brouillard la recouvrait tandis qu'elle se dirigeait vers le presbytère, où elle avait rendez-vous avec l'inspecteur Graves.
Elles discutèrent, dans le bureau, où flottait une odeur de tabac et de vieux sermons. « Je pense qu'il est temps, » dit-elle doucement, « de rassembler à nouveau les joueurs. » Grave la regarda longuement. « Tu parles d'une confrontation. »« Je veux dire une scène, » répondit-elle avec un petit sourire. « Un dernier acte. Il faut qu'ils soient tous réunis dans la même pièce. Il faut que la vérité se révèle de la seule façon possible, devant un public. » Ainsi, cet après-midi-là, le groupe se rassembla dans la salle paroissiale sous couvert d'une enquête officielle. Les joueurs arrivèrent à contre-cœur, vêtus de manteaux ternes et l'air guindé, chacun jetant des regards furtifs aux autres. Leslie Faulkner, ou Fosbury comme il était réellement, apparut avec son air habituel atténué. Molly était assise au bout de la table, silencieuse et pâle. Daphne Hargrove croisa les bras et observa le sol avec mépris. Philip Dean arriva, le dernier, le visage fermé, le regard méfiant. Miss Marple entra en dernier et prit place à la tête de la table, non pas comme une autorité officielle, mais comme quelque chose de bien plus redoutable. Un témoin silencieux qui avait, au fil des décennies, vu toutes les variétés de fragilité humaine déguisées sous le couvert de la civilité. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. « Ce ne sera pas long. » Grave se tenait à côté d'elle, les bras croisés. Nous avons examiné les déclarations, confirmé les mouvements et examiné la scène. Nous savons que Madame Harper a été tuée avec une vraie lame qui a remplacé l'accessoire contondant. Nous savons que le plateau contenant les objets a été préparé par Mademoiselle Carmichael et placé sur scène peu avant le début de la scène. Il regarda le groupe autour de lui. Mais quelqu'un avait déjà fait le changement, c'est clair, et il fallait que ce soit quelqu'un qui connaissait la pièce, qui avait accès aux accessoires et qui avait une raison de vouloir la mort de Madame Harper. Leslie leva la main d'une voix hésitante. « Je te l'ai dit, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas touché aux accessoires ce jour-là. J'étais concentré sur mon texte. »« En effet, » murmura Miss Marple, « je comprends que vous ayez été très inquiet, Monsieur Faulkner, pardon, Monsieur Fosbury, lorsque Madame Harper a menacé de vous dénoncer. L'acteur s'est immobilisé. Je vous demande pardon. »« Oh oui, » dit-elle aimablement. « Elle avait découvert la vérité sur votre passé, vos dettes, votre femme. Elle craignait que vous ne profitiez peut-être de votre nouvelle position ici, de Molly. Elle vous a confronté et vous l'avez congédiée, et humiliée, lui avait dit que personne ne la croirait. » Daphné leva brusquement les yeux. « C'est vrai ?» Il n'a rien dit. Le regard de Miss Marple se déplaça. « Mais je ne crois pas que vous l'ayez tuée. Pas de vos propres mains. Vous me semblez être un homme qui aime le théâtre, Monsieur Fosbury, mais pas le risque. Un homme qui peut tromper, mais qui n'agit pas quand les conséquences sont si définitives. » La voix de Leslie était faible. « Alors qui... » Elle se tourna lentement vers Daphne Hargrove. « Mademoiselle Hargrove, vous avez été d'une aide précieuse tout au long du processus. Mais je me demande, vous souvenez-vous du jour où vous avez modifié l'ordre des répétitions? Avancé? La répétition finale d'1 heure? » Daphné cligna des yeux. « Oui, mais c'était inhabituel, » interrompit doucement Miss Marple. « Très inhabituel. Vous avez dit que c'était pour l'éclairage. Mais l'éclairage aurait été le même dans les deux cas. Vous avez réussi, en revanche, à placer M. Fosbury dans une position de visibilité maximale, tandis que les autres s'efforcèrent de s'adapter. » Les yeux de Daphné se plissèrent. « Ça ne prouve rien. »« Non, mais celle-ci, oui, » dit doucement Miss Marple en sortant le mot plié de son sac. « La lettre que Madame Harper a trouvée. Pas de M. Fosbury, non, mais de quelqu'un en colère, plein de ressentiment. Quelqu'un qui lui en voulait depuis longtemps d'avoir pris le contrôle de la troupe, de l'avoir dédaigné, de ne pas vous accorder plus d'autorité. » Elle le déplia et le posa sur la table. « J'ai comparé l'écriture, voyez-vous, sur un coup de tête. Vous avez un jour envoyé une lettre au conseil paroissial pour demander des fonds pour votre projet de rénovation de costumes. Il se trouve que je garde ce genre de choses. On ne sait jamais quand elles me seront utiles. » Grave s'avança. « C'est un match.
Il y eut un silence, puis Daphné rit, un rire bref et sec. Elle était... Il allait tout gâcher, cracha-t-elle. C'était un menteur, un imposteur, oui, mais il apportait à la troupe respect et attention. Elle ne supportait pas qu'il lui vole la vedette. Elle allait le détruire, tout détruire par dépit. Je n'allais pas la laisser faire. Alors tu t'es assuré que ça ressemblerait. « Aïe, tu l'as fait !» dit doucement Miss Marple, « parce que tu savais qu'il serait trop fier pour avouer la vérité. Tu comptais là-dessus. Tu comptais sur le fait que la scène se déroulerait exactement comme prévu. » Daphné se leva, tremblante. « Je ne voulais pas la tuer. Je voulais l'effrayer, lui faire comprendre qu'il n'avait pas le contrôle. J'ai seulement changé la lame parce que je savais qu'elle reculerait au dernier moment. Elle le faisait toujours. Mais elle ne l'a pas fait, dit Miss Marple, non sans gentillesse. Elle a joué la scène, jusqu'au bout. » L'inspecteur Graves se déplaça doucement pour poser une main sur l'épaule de Daphné. Elle n'a pas résisté. Une fois la pièce vidée et Daphné emmenée, Miss Marple resta assise, les mains posées sur ses genoux. Molly s'attarda incertaine. « Elle m'aurait aidé à partir, » dit-elle doucement. « Madame Harper, elle m'a dit que je méritais plus que des applaudissements et des flatteries, que je pouvais réussir. »« Tu peux encore, » répondit Miss Marple, « et tu le feras. Elle a vu quelque chose en toi, fais-en ta boussole. » Molly hocha la tête, puis partit tranquillement. Seule désormais, Miss Marple était assise dans le silence rafraîchissant de la salle, écoutant le léger craquement du bois et l'écho de 1000 vers murmurés. Le théâtre, pensa-t-elle, n'était pas si différent de la vie. Les gens portaient des masques, suivaient des scénarios et jouaient des rôles écrits bien avant d'en comprendre la fin. Mais finalement, le rideau doit tomber. Et quand cela se produit, la vérité silencieuse, constante et indéniable trouve toujours son chemin vers les feux de la rampe. Les jours suivants à Little Witchwood furent marqués par un calme tendu, comme si le village lui-même tentait de se remettre d'un rêve trop réel. L'arrestation de Daphne Hargrove en avait stupéfié plus d'un. Certains l'admiraient pour son indépendance. D'autres se méfiaient de sa franchise, mais personne ne l'avait vraiment perçue telle qu'elle était devenue. Une personne capable de dissimuler sa vengeance sous le sceau de la civilité et de la laisser s'exprimer devant un public. Pourtant, Miss Marple avait encore quelque chose à la limite de la résolution. Le mobile était plausible, la méthode astucieuse. Mais tandis qu'elle parcourait l'allée du jardin derrière son cottage, coupant les fleurs fanées des dahlias sous le doux soleil matinal, elle se sentit déstabilisée. Daphné avait voulu humilier Faulkner, certes. Elle avait détesté l'autorité de Madame Harper, assurément. Mais il y avait eu quelque chose sur le visage de la jeune femme pendant la confrontation. Une lueur non pas de culpabilité, mais de surprise. Elle s'attendait à se faire prendre, réalisa Miss Marple. Mais pas si tôt, et pas tout à fait de cette façon. C'est Molly Carmichael qui a donné la pièce suivante sans s'en rendre compte. Miss Marple l'avait invitée à prendre le thé, à la fois pour s'assurer de son bien-être et pour observer avec douceur les répercussions du traumatisme. Molly était assise en silence, encore à vif, mais plus calme qu'avant, le regard plus perçant maintenant qu'elle ne portait plus le poids d'une suspicion injustifiée. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle a réussi », murmura Molly, tant remuant distraitement son thé. « Daphné, je veux dire. J'ai toujours pensé qu'elle ne l'avait pas fait, comme les gens, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. Parfois, l'aversion masque quelque chose de plus profond, dit Miss Marple. La peur, la jalousie, le chagrin, je suppose, répondit Molly. Elle ne parlait jamais beaucoup d'elle, mais je pense qu'elle voulait que Leslie la respecte, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Miss Marple hocha la tête. « Ouais, et c'est dangereux, n'est-ce pas, de donner à quelqu'un un tel pouvoir sur votre estime de soi ?» Il y eut un silence, puis Molly fronça les sourcils. « Tu sais, il y a quelque chose d'étrange qui me préoccupe. Dis-moi, ma chérie. Ce jour-là, avant la représentation, j'étais allé chercher les accessoires dans le coffre à costumes. Je les ai sortis comme d'habitude. Mais en retournant pour refermer le couvercle,
j'ai remarqué quelque chose. Il y avait un autre couteau. Le couteau émoussé, caché au fond sous le drap de velours. Miss Marple resta assise, immobile. « Et vous êtes bien sûr que ce n'était pas celle que vous avez utilisée. »« Oui, celui que j'ai placé sur le plateau était au-dessus, dans la fente habituelle. Il ressemblait exactement à celui qu'on utilisait toujours. Alors j'ai supposé, mais l'autre, l'ancien, était en dessous. Et tu n'en as pas parlé. » Molly rougit. « Je n'étais pas sûr de ce que ça signifiait. Je pensais que quelqu'un l'avait peut-être simplement rangé négligemment. Mais maintenant, je ne sais pas. Ça veut dire que quelqu'un a changé le vrai, non? Gardait le faux à côté? C'est vrai, dit doucement Miss Marple. Et soudain sa forme devint nette. Un tour soigneusement répété, mais avec trop de pièces mobiles pour une seule main. Daphné avait prévu de faire peur, mais elle n'avait pas échangé le couteau. Elle s'attendait à une performance, pas à un cadavre, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait saisi son intention et l'avait affinée. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rendit une fois de plus visite à l'inspecteur Graves, le trouvant au bureau de poste, en train de parcourir les relevés télégraphiques. « Vous me pardonnerez, » et dit-elle avec son autorité douce habituelle. « Mais je crois que nous avons commis une erreur. Daphné Hargrove avait l'intention de mettre en scène, certes, mais je ne crois pas qu'elle ait commis un meurtre. » Graves lui lança un long regard fixe. Elle a avoué avoir planifié ça. Elle a avoué avoir échangé la lame, corrigea Miss Marple. Mais Molly a trouvé la émoussé couteau caché, ce qui signifie que le vrai était déjà en place avant même que Daphné ne touche le plateau. Elle a peut-être écrit le mot, peut-être voulu faire un petit drame cruel, mais elle n'a pas tué Evangeline Harper. Il se rassit lentement. Alors qui l'a fait? La personne qui avait le plus besoin qu'elle parte, dit Miss Marple, et qui savait précisément quand Daphné passerait à l'action, celle qui lui a donné l'occasion de céder à sa colère, et qui a attendu, en coulisses, pour transformer une menace symbolique en menace mortelle. Le silence s'éternisa, puis Graves expira. Faulkner, ou plutôt, dit-elle, Leonard Fosbury. Voyez-vous, ce n'était pas seulement un opportuniste et un menteur, c'était un désespéré, un imposteur vivant sous un faux nom, dépendant de la bonne volonté d'une femme qui connaissait ses secrets et était prête à le dénoncer. Mais il avait un alibi, tout le monde le voyait sur scène. Oui, sur scène. Avec le couteau. Graves cligna des yeux. Tu crois qu'il a sorti le vrai lui-même? Exactement. C'est l'explication la plus simple. Il avait accès aux accessoires. Il connaissait le timing. Le changement de programme de répétition de Daphné lui a donné l'occasion. Il a changé les lames à l'avance, laissant la lame émoussée en dessous, sachant qu'elle ne serait découverte que plus tard, voire jamais. Puis, pendant la représentation, il a porté le coup fatal comme prévu. Et comme tout le monde pensait que le couteau avait déjà été trafiqué, la faute en retomberait entièrement sur quelqu'un d'autre. Grave se leva. Et l'écriture? T'as de Daphné? Sans aucun doute. Mais un aveu d'intention n'est pas un aveu de meurtre. Le véritable crime était inséré dans son scénario, comme une réplique improvisée sur le moment et prononcée par l'acteur le plus fiable pour la suivre. Il ne fallut pas longtemps pour le confronter. Faulkner était resté au village, confiant maintenant que Daphné avait pris le blâme. Lorsque Graves arriva à l'auberge, accompagné de Miss Marple, il les accueillit avec un sourire méfiant. « Je suppose que vous êtes venus pour vous réjouir », dit-il d'une voix plus cassante qu'il ne le souhaitait. Miss Marple ne dit rien. Graves s'avança. « Nous avons retrouvé le couteau factice original, Monsieur Fosbury. Il n'a pas été remplacé par Daphné Hargrove. Il a été caché par quelqu'un qui voulait lui faire croire qu'elle avait commis un acte irréversible. » Le sourire a glissé. « Voyez-vous, » dit doucement Miss Marple, « vous avez plutôt bien joué votre rôle. Mais le problème avec les représentations, c'est que, même avec le plus grand soin, il y a toujours un public. Et il y a toujours quelqu'un qui vous observe avec un peu plus d'attention qu'on ne le pense. » Pendant un instant, Faulkner resta silencieux. Puis il haussa les épaules.
presque tristement. « Elle m'aurait détruit, murmura-t-il. Je n'avais plus rien. J'ai tout construit ici de toutes pièces. Un seul mot d'elle, et tout aurait disparu. » « Et c'est ce qui s'est passé, » dit Miss Marple à voix basse. « Il a été emmené sans protestation. » Une fois la cérémonie terminée et l'inspecteur retourné à ses occupations, Miss Marple rentra chez elle sous un ciel baigné par le soleil tardif. Le village, encore silencieux, respirait à nouveau. Le chat du curé retrouva son perchoir ensoleillé. Le bureau de poste rouvrit pour les colis de l'après-midi. La cloche de Sainte-Agathe sonna un peu plus fort. Miss Marple était assise dans son salon avec sa broderie, enfilant du vert pâle à travers du lin crème. Au final, le meurtre n'avait pas été la tragédie d'une seule personne, mais de plusieurs. L'amertume de Daphné, le désespoir de Faulkner, la vulnérabilité de Molly et le sens aigu de la justice de Madame Harper, tout cela s'était effondré en un instant sur une scène improvisée. Et pourtant, comme toujours, la vérité avait trouvé son chemin. Calme, sans prétention, patient, tout comme elle-même. Les jours suivants s'écoulèrent avec une sérénité modérée, le village de Little Witchwood retrouvant son rythme avec la grâce prudente d'un danseur se remettant d'un faux pas. Mais si les apparences reprirent leur cours, les rideaux tressaillirent, les scones furent de nouveau échangés et la postière reprit son bavardage animé, sous tout cela se cachait une trace de quelque chose de pas tout à fait réparé. Le meurtre de Madame Evangeline Harper n'avait pas été une simple tragédie. Il avait été un miroir tendu à la communauté, révélant des failles longtemps niées ou ignorées. Miss Marple, cependant, ne se contenta pas d'en rester là. Bien que Leonard Fosbury ait avoué le crime, qu'il soit désormais en cellule, en attendant une inculpation officielle, et que l'inspecteur considère l'affaire comme close, il subsistait, du moins pour Miss Marple, une vague mais indéniable odeur d'inachevé. Ce n'était pas exactement un doute. L'essentiel avait été correctement mis au jour. Le mobile, la méthode, la manipulation, et pourtant, lorsqu'elle revit la confrontation finale dans sa tête, quelque chose s'accrochait inconfortablement, comme un fil accroché à un clou invisible. C'était une lettre qui n'était pas encore arrivée. Elle l'a reçue, un jeudi matin remise en main propre par le garçon de l'épicier, accompagné d'excuses penaudes pour le retard. Le courrier avait été mal acheminé, dit-il. Miss Marple sourit, accepta l'enveloppe et le remercia avec 2 pence. La lettre venait de Florence Fosbury. C'était bref, écrit avec soin et daté d'1 semaine avant la fête. « Chère Miss Marple, j'espère que vous ne trouverez pas cette intrusion trop audacieuse, mais une connaissance commune, Madame Harper, m'a suggéré de vous écrire. Elle m'a dit que vous étiez une personne d'une compréhension et d'une discrétion hors du commun. Je crains de devoir vous poser une question délicate. Avez-vous récemment fait la connaissance d'un homme répondant au nom de Leslie Faulkner? Si oui, soyez prudent. Il n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai des raisons de penser qu'il utilise peut-être son nouveau poste pour obtenir un soutien financier sous de faux prétextes. Je suis prêt à me rendre à Little Witchwood, si vous en avez besoin. Cordialement, Florence Fosbury. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis une 3e fois. Alors Florence elle avait prévu de venir. Madame Harper lui avait écrit, comme Mademoiselle Marple l'avait soupçonné. Et Florence, loin de disparaître, ou de se retirer dans l'ombre, était manifestement prête à agir, à parler, peut-être même à affronter Léonard elle-même, mais elle n'avait jamais été mentionnée dans l'enquête. Fosbury n'avait pas une seule fois évoqué son existence depuis son arrestation. Aux yeux de l'inspecteur, elle faisait simplement partie d'un passé oublié, et pourtant, Madame Harper lui avait parlé. Elle avait anticipé sa visite. Peut-être cette confrontation n'avait-elle jamais été réservée à Fosbury seul. Miss Marple rédigea un bref mot et l'envoya à l'inspecteur Graves par coursier. Il arriva le lendemain matin, l'air perplexe mais attentif. « Je pensais que nous avions tout conclu, Miss Marple.
Nous avons conclu beaucoup de choses, dit-elle en posant la lettre devant lui, mais pas toutes. Grave le lut en silence, puis leva les yeux. Donc, Madame Harper avait recruté Florence Fosbury. Cela renforce certainement ses motivations. Peut-être même que cela a précipité les actions de Fosbury. Je crois que cela a fait plus que ça. Je crois que cela a complètement intégré quelqu'un d'autre dans l'histoire. Il fronça les sourcils. Tu crois que Florence est venue ici? Je pense qu'elle a essayé. Elle s'est adossée à sa chaise, les aiguilles à tricoter, toujours sur ses genoux immobiles. Avez-vous entendu parler de visiteurs récemment arrivés au village? Quelqu'un qui n'est peut-être pas resté longtemps ou qui n'a pas pris rendez-vous à l'auberge? Grave réfléchit. Aucun invité officiel n'est enregistré, mais on peut demander à la gare. Vas-y, dit-elle. Parce que si Florence avait l'intention d'affronter son mari et qu'elle est arrivée avant la mort de Madame Harper, il est fort possible qu'elle ait vu ou entendu quelque chose qui l'a effrayée et l'a poussée à disparaître. À nouveau, Graves se leva. Si elle est encore dans les parages, on la retrouvera. Mais ce ne fut pas Graves qui la trouva. Ce fut la postière, Madame Denby, qui frappa à la porte de Miss Marple 2 matins plus tard, son tablier encore saupoudré de farine. « C'est à propos de la lettre, Miss Marple, » murmura-t-elle essoufflée. « Celle dont vous parliez. L'écriture. Eh bien, elle me semblait familière. À qui, Madame Denby? Cette nouvelle à la boulangerie, celle dont Timothy Blythe s'est porté garant. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle a demandé des nouvelles des Players la semaine dernière. Et je l'ai vue écrire quelque chose de cette même écriture, soignée et penchée. Miss Marple ne perdit pas de temps. Elle se dirigea vers la boulangerie avec une douce détermination, saluant poliment ceux qu'elle croisait. À l'intérieur, la jeune fille se tenait derrière le comptoir, disposant des brioches au raisin, avec une précision telle qu'elle ressemblait presque à une performance. Elle était plus âgée que Molly, mais pas de beaucoup. Cheveux noirs, vigilante. « Vous êtes nouvelle au village, » dit aimablement Miss Marple. « Puis-je vous demander votre nom ?» La fille se redressa. « Nora. »« Pas Florence ?» Un silence. Puis les mains de la fille s'abaissèrent lentement. « Qui te l'a dit ?»« Personne n'était obligé, » dit doucement Miss Marple. « Mais vous avez écrit une lettre. À moi. Et je crains qu'elle ne soit arrivée trop tard. Trop tard pour sauver Madame Harper. » Les yeux de Florence s'emplirent de larmes. « Je suis venu. J'ai essayé de lui parler, mais c'était déjà trop tard. Elle était déjà suivie. Quelqu'un l'avait prévenue. » L'expression de Miss Marple ne changea pas. « Tu as vu Léonard ?» Florence hocha la tête. « La veille de la fête, j'étais dans les bois, près du vieux chemin derrière la salle des fêtes. Je l'ai regardé aller et venir. Il avait la clé du coffre à accessoires. C'est là que j'ai compris qu'il préparait quelque chose. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? Je ne pensais pas qu'il me croirait. J'étais parti trop longtemps. Je pensais pouvoir arrêter ça discrètement. » Miss Marple posa doucement une main sur celle de la fille. « Vous devez venir avec moi maintenant. L'inspecteur Graves voudra entendre ce que vous avez vu. Votre témoignage confirmera ce que nous avons déjà découvert. Mais c'est fini. N'est-ce pas ?» demanda Florence d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Non, » dit Miss Marple, « pas avant que tu parles. La vérité est comme une pièce de théâtre, ma chère. Il faut que toutes les voix s'expriment avant que le rideau ne tombe vraiment. » Ainsi, Florence Fosbury, silencieuse, courageuse et enfin prête, raconta son histoire. Comment elle avait suivi la piste de Léonard de village en village. Comment la lettre de Madame Harper lui était parvenue avec urgence. Comment elle était arrivée pour assister au dernier acte, dans l'ombre et en silence. Son récit, ajouté à ce qui avait déjà été découvert, confirmait la vérité. Le meurtre n'était pas une expression singulière de rage, mais l'aboutissement désespéré d'années de mensonges, de dettes et de manipulations. Miss Marple, l'observant en silence, comprit que le fardeau de Florence n'était pas la colère, mais la honte. Et la honte trop longtemps cachée devient si lourde qu'elle peut ruiner même le plus innocent. Plus tard dans la soirée, le ciel clair et frais, Miss Marple retourna dans son jardin.
Elle s'assit avec son thé parmi les rosiers, leur tête penchée dans la lumière déclinante, et respira la paix du moment. Justice avait été rendue. Pas rapidement, mais sûrement. Et comme pour tout mystère, elle ne relevait pas de la seule logique, mais des schémas profonds et inexprimés de la nature humaine. Les rancunes secrètes, les blessures jamais avouées, l'orgueil qui masque la peur. Elle regarda le village, les lumières clignotant aux fenêtres des chalets, et sentit enfin le calme de la résolution s'installer, jusqu'à ce que le prochain murmure de trouble vienne troubler le calme. Miss Marple attendrait silencieuse, vigilante et prête, alors que l'été glissait doucement vers septembre, le village de Little Witchwood retrouva son calme apparent. Les feuilles commençaient à peine à changer de couleur, les premières touches d'or et de rouille se dessinant à leur bord. Les enfants reprenaient leurs habitudes scolaires. Le sermon du pasteur pour les moissons était composé avec une prévisibilité annuelle, et les acteurs, désormais réduits et prudents, se réunissaient à voix basse pour discuter de la possibilité de reporter leur prochaine représentation. Mais pour Miss Marple, l'affaire n'était pas tout à fait terminée. L'apparition de Florence Fosbury avait apporté des éclaircissements, certes. Son témoignage avait contribué à consolider la chronologie et à confirmer les intrigues discrètes de Leonard Fosbury. Son retour tardif au poste de directeur artistique et sa capacité à exploiter avec assurance les faiblesses d'autrui. La justice, désormais renforcée par des témoins directs, avançait rapidement. Les accusations étaient en cours d'officialisation. La date du procès serait bientôt fixée, et pourtant Miss Marple ne pouvait ignorer la sensation, petite, silencieuse mais persistante, qu'un détail restait de travers. C'était quelque chose dans le récit de Florence, non pas une contradiction, mais une lacune. Elle avait décrit avoir vu Léonard ouvrir le coffre et s'attarder près du bord de la Seine la veille de la fête. Elle l'avait vu manipuler un objet métallique, probablement le couteau factice, mais elle était trop loin pour voir ce qu'il en faisait. Elle avait supposé qu'il changeait alors les lames, préparant le piège pour le lendemain. Mais si c'était le cas, alors pourquoi la vraie lame n'était-elle pas apparue sur le plateau avant la représentation? Molly avait dit avoir récupéré les accessoires ce matin-là et avoir trouvé tout comme prévu. Le couteau émoussé en place, aucune trace suspecte. Ce n'est que plus tard, lorsqu'elle était revenue pour une deuxième vérification, que le couteau avait bougé. Le vrai, donc, n'avait pas été remis en place pendant la nuit. Il avait été placé juste avant la scène, ce qui signifiait que Léonard n'avait pas placé l'arme des heures auparavant sous le couvert de l'obscurité. Il l'avait fait en plein jour, alors que la troupe était déjà en train de se rassembler. Il avait eu besoin d'un moment seul avec le plateau. Et Miss Marple réalisa que c'était bien plus difficile à gérer qu'elle ne l'avait imaginé. Elle fit une promenade cet après-midi-là, non pas vers la boulangerie, ni vers le presbytère, ni même vers la vieille Seine, mais plutôt vers le jardin derrière la salle communautaire, où les accessoires avaient été entreposés, où les acteurs avaient répété, où la fête elle-même s'était déroulée. Elle marchait lentement, observant, non seulement en se souvenant de ce qui avait été dit, mais revoir ceux qui s'étaient passés. Le chapiteau avait été placé dos à la salle, son entrée donnant sur l'extérieur. Le coffre à costumes était rangé à l'intérieur, juste derrière le rideau de scène. Et le jour de la fête, avec l'agitation et les préparatifs en plein essor, une personne entrant seule dans la salle, même brièvement, aurait été remarquée, à moins qu'on ne s'attende à ce qu'ils soient là, à moins que leur présence ne semble pas du tout déplacée. Elle se retourna et suivit le chemin de gravier jusqu'à la porte de la sacristie, où le vélo de Timothy Blitt avait été aperçu plus d'une fois, posé contre la clôture. Le jeune Timothy, avec ses grands yeux et sa posture maladroite, son admiration silencieuse pour Madame Harper et son désir inavoué de reconnaissance. Timothy, qui s'était porté garant de l'emploi de Florence à la boulangerie, qui avait pris en charge le montage de la scène le jour de la fête, qui était arrivé en avance,
des heures avant les acteurs, et qui avait insisté pour vérifier l'éclairage, seul pendant que les autres dressaient les tables et les plateaux de thé, et qui aurait pu deviner, puisque Daphné lui avait fait des confidences, qu'un changement allait avoir lieu, qu'un moment dramatique avait été planifié, non pas pour faire du mal, mais pour le spectacle. Avait-il lui aussi seulement voulu effrayer, donner une leçon à Faulkner, ou avait-il vu là l'occasion de faire quelque chose de plus grand, réécrire le récit dans lequel il n'était qu'un simple figurant, toujours en coulisses? Miss Marple ne tira pas de conclusion hâtive. Elle rentra chez elle, se prépara un dîner léger et laissa son esprit vaquer à ses occupations en réparant une manchette effilochée. Ce n'est que tard dans la soirée, alors que le feu crépitait doucement et que les dernières lueurs s'éteignaient, qu'elle prit son bloc-notes et commença à écrire. Le lendemain matin, Timothée est venu à sa porte. Elle l'attendait. Il se tenait là, un certain chapeau à la main, ressemblant à un enfant sur le point d'être grondé. « Mademoiselle Marple, » commença-t-il, « j'ai entendu dire que Florence s'était manifestée, qu'elle avait vu Léonard cette nuit-là. »« Elle l'a fait, » répondit Miss Marple en l'invitant à entrer avec un sourire calme. « Veux-tu du thé ?» Il hocha la tête et s'assit sur le bord de la chaise, comme s'il craignait de la casser. Je n'arrête pas de penser à tout, à ce qui s'est passé. Je me demande si ça aurait été différent si j'avais dit quelque chose plus tôt. Elle lui versa du thé, ajouta une touche de lait au sien sans demander son avis. Elle se souvenait qu'il le prenait. Ainsi. C'est difficile, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Savoir quelque chose, et ne pas savoir si le dire va aider ou nuire. Il leva brusquement les yeux. Toi savais, n'est-ce pas? Timothy hésita. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Pas exactement. Daphné m'a dit qu'elle allait lui donner une leçon, qu'elle avait un plan. J'ai cru que c'était du bluff. J'ai cru qu'elle allait perdre son sang-froid. Tu savais qu'elle avait l'intention de changer de couteau. Un hochement de tête lent. Je me suis dit que si je m'assurais que l'ancien était toujours à proximité, elle pourrait le remettre en place. Aucun mal ne serait fait. Mais tu ne lui as pas dit que tu l'avais déjà retiré du plateau. Il détourna le regard. Je ne voulais blesser personne, dit-il d'une voix rauque. Je jure que non. Je pensais juste... S'il se faisait prendre s'il était gêné, peut-être qu'elle arrêterait de se comporter comme s'il était invincible. Peut-être que les gens me verraient différemment. J'ai toujours été juste l'assistant, celui qui portait les chaises. Tu voulais que quelqu'un te voie. Je voulais son pour me voir. Miss Marple le regardait tranquillement. Et quand Madame Harper est morte, il déglutit difficilement. J'ai paniqué. Je ne savais pas ce qu'il avait fait. Je ne savais pas qu'il vraiment j'ai encore changé de l'âme. Ou peut-être que je l'ai fait, au fond. Mais je pensais que si je disais quelque chose, ça me retomberait dessus. J'ai aidé à planter le décor, j'ai touché le plateau. Tu n'étais pas seul dans ton silence, Timothy. Tu avais juste encore plus peur. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je vous crois, dit doucement Miss Marple. Mais l'intention n'efface pas les conséquences. Elle lui tendit la lettre qu'elle avait écrite adressée à Graves. Dites tout à l'inspecteur. Dites-lui la vérité. Laissez la justice décider de la suite. Vous avez peut-être fait une bêtise, mais je ne vous crois pas méchant. Il partit tranquillement, la lettre pliée dans la poche de son manteau, les épaules légèrement plus droites qu'avant. Miss Marple retourna à sa place près de la fenêtre et reprit sa broderie. Un léger brouillard s'était à nouveau installé, adoucissant les bordures des haies et des cheminées. Le village, elle le savait, retrouverait son calme, mais il s'en souviendrait. Ce n'était pas une simple histoire de méchanceté et de vertu. C'était un mélange désordonné d'orgueil, d'ambition et de solitude, un tissu de fragilité humaine tissé sous l'illusion de la performance, et pour ceux qui l'ont vécu, le rideau pourrait ne jamais vraiment se fermer. L'inspecteur Graves arriva avant midi le lendemain, sa vivacité habituelle tempérée par un silence pensif.
Miss Marple l'accueillit à la grille, un brin de lavande à la main, qu'elle glissa dans la poche de son tablier et le conduisit au salon. Là, l'air était imprégné d'un parfum familier de cire d'abeille et de camomille, et la lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle avec une douce insistance. Elle lui offrit du thé qu'il accepta, même si aucun des deux ne but une gorgée immédiatement. « J'ai lu la déclaration de Timothy Bliss », dit-il enfin en posant son chapeau sur son genou. « C'est comme vous l'avez décrit. Il a admis avoir retiré le couteau émoussé avant la représentation, peut-être sans en être pleinement conscient, mais ayant certainement contribué aux conditions qui ont permis à Fosbury de mettre son plan à exécution. » Miss Marple hocha la tête. « Il ne m'a jamais semblé être un garçon capable de cruauté, inspecteur. Seulement de désespoir. »« Je suis d'accord, » a déclaré Graves. « Il sera probablement mis en garde. Peut-être même inculpé, mais cela dépendra du magistrat. Ses actes ont facilité le crime, mais n'en ont pas été la cause. » Ils restèrent assis en silence un moment encore, chacun perdu dans ses pensées, se demandant ce qui aurait pu arriver si une seule personne avait agi différemment. Un avertissement, une confession, une lettre ouverte au bon moment. « Il a été utilisé, » dit doucement Miss Marple, « manipulé, tout comme Daphné, et Molly à sa manière. Fosbury savait comment caster les gens, identifier leurs faiblesses et les transformer en rôles qu'ils n'auraient jamais dû jouer. » Graves hocha la tête. « L'ironie, c'est que cette performance a causé sa perte. »« Oui, » acquiesça-t-elle d'une voix légère mais ferme, « parce que le théâtre repose sur l'illusion, et la vraie vie, finalement, non. » Il se leva et rajusta son manteau. « Il y aura une enquête officielle, bien sûr, mais je crois que le village peut retourner à ses affaires plus tranquilles. Vous en avez fait plus qu'assez, Miss Marple. » Elle l'accompagna jusqu'à la porte d'un hochement de tête poli, puis le regarda disparaître dans la ruelle brumeuse derrière son portail. En sécurité, avait-il dit. Peut-être l'était-elle. Mais Miss Marple avait vécu trop longtemps et vu trop de choses pour croire que la sécurité était autre chose que temporaire. Dans l'après-midi, la nouvelle des aveux de Timothy avait commencé à circuler, non pas avec malveillance, mais avec un mélange de tristesse et de compassion. Le garçon avait toujours été maladroit, toujours en retrait. Son implication semblait plus tragique que scandaleuse. Le véritable méchant, l'étranger se faisant passer pour une sommité, avait été démasqué. C'était le récit que le village préférait, plus simple, plus ordonné. Mais ce fut Molly qui rendit ensuite visite à Miss Marple, ses pas incertains sur le chemin du jardin, sa silhouette plus petite que d'habitude, enveloppée dans un châle bleu qui semblait peser sur ses épaules. Miss Marple la salua chaleureusement et lui versa du thé frais sans qu'on ait besoin qu'on le lui demande. « J'ai vu Timothy ce matin, » dit Molly doucement. « Il m'a tout raconté à propos du couteau, du plan de Daphné et de ce qu'il n'a pas fait. » Miss Marple ne dit rien, attendant. Il a dit qu'il pensait que si les gens voyaient Léonard échouer, vraiment échouer, ils cesseraient de prétendre qu'il était quelqu'un à admirer. Que peut-être j'arrêterais. « Tu l'admirais, Molly ?» La jeune femme hésita. « Pas vraiment, pas après un moment. Il disait des choses qui semblaient gentilles, encourageantes, mais elles vous rabaissaient si vous ne faisiez pas ce qu'il voulait. Je crois que je suis restée dans la troupe uniquement parce que je ne voulais pas être la première à partir. » Miss Marple hocha lentement la tête, approbatrice. « C'est bien là toute la difficulté, n'est-ce pas? La plupart des gens restent chez eux parce que c'est plus sûr que de devoir partir. »« Je ne t'ai jamais remercié, » dit Molly au bout d'un moment. « De m'avoir cru. Tu n'en as pas besoin. J'ai juste fait le nécessaire. » Molly leva, alors les yeux, la voix plus assurée. « Je pense aller à Londres. Pas tout de suite, mais peut-être dans un mois environ. Il y a un programme pour les jeunes créateurs, costumes et textiles. Madame Harper m'a toujours dit de postuler. Elle avait le sens du talent, dit Miss Marple avec un léger sourire. Et tu as le don de remarquer les détails que les autres négligent. C'est très utile dans n'importe quelle profession. » Molly sourit faiblement, puis se leva.
Je pensais juste que tu aimerais savoir, que quelque chose de bien pourrait résulter de tout ça. » En partant, Miss Marple ressentit pour la première fois depuis de nombreux jours la légèreté de quelque chose qui commençait plutôt que de quelque chose qui se terminait. Elle retourna à sa broderie, mais ne reprit pas l'aiguille. Au lieu de cela, elle repensa à Florence, à la force tranquille qu'il lui avait fallu pour revenir, au risque qu'elle avait pris en parlant, et à la façon dont, même maintenant, elle restait à l'écart du cercle du village, observée peut-être, mais pas accueillie. Alors, ce soir-là, Miss Marple visita la boulangerie. Florence était à l'arrière, pétrissant la pâte, les manches retroussées jusqu'au coude et une fine couche de farine dans ses cheveux noirs. Elle leva les yeux en sursaut. « Je n'ai rien de frais pour l'instant. Je ne suis pas venue pour du pain, » dit Miss Marple. « Je suis venue vous demander si vous accepteriez de dîner avec moi dimanche. Juste un rôti et un peu de compagnie. J'imagine que vous apprécierez un peu des deux. » Florence cligna des yeux. « Tu veux moi, hein? Je pense que tu as mérité une place à table, » dit simplement Miss Marple. « Et puis, je fais un crumble aux pommes plutôt... » « Bon, » Florence sourit, hésitante mais sincère. « J'aimerais bien. » Et ainsi les morceaux fracturés et dispersés par la tromperie commencèrent à se rassembler à nouveau. À la fin de la semaine, les Players avaient discrètement suspendu leur production d'automne. Le vicaire organisa une cérémonie en Mzen-Titonsi, mémoire de Madame Harper, où ses vertus, constance, principe, générosité, furent rappelées avec la solennité qui lui était due, et ses défauts, paroles acerbes, opinions sévères, furent tempérés par la conscience qu'elle était morte en essayant de protéger autrui. Après la cérémonie, les fidèles se rassemblèrent dans le cimetière, profitant du silence de la fin d'après-midi. Daphne Hargrove n'était pas là, Timothy non plus. Mais Molly se tenait silencieusement au fond, la tête baissée, sa présence étant à la fois un hommage et une promesse. Miss Marple se tenait légèrement à l'écart, observant la lumière, tamisée à travers les ifs, et songea qu'il était curieux que la justice, une fois rendue, n'apporte pas le triomphe, mais le calme. Non pas la célébration, mais la réflexion. Le véritable mystère, songea-t-elle, n'avait jamais été la manière dont le crime avait été commis. C'était le pourquoi. Pourquoi les gens agissent contre leur meilleur moi? Pourquoi mentent-ils, cachent-ils des vérités, jouent-ils des rôles, jusqu'à ce que même les acteurs oublient leur rôle? Et finalement, tout se résumait peut-être à ce que Madame Harper lui avait dit un jour autour d'un thé, quelques semaines avant sa mort. La scène vous apprend tout sur les gens. Leur apparence est souvent aussi révélatrice que leur véritable nature. Oui, pensa Miss Marple. Et parfois ce sont les plus petits indices, un geste déplacé, un mot hésitant, le choix du silence, qui révèle tout. Elle se retourna alors et descendit lentement le chemin de gravier. Le bruit des pas derrière elle n'était pas menaçant mais agréable, signe que le village respirait à nouveau. Réparé, pas parfait. Silencieux mais plus sage, elle ne doutait pas qu'un autre mystère surviendrait un jour. C'était toujours le cas. Mais pour l'instant, Little Witchwood pouvait se reposer. Et elle aussi. Le rideau était tombé. Et la vérité, comme toujours, avait tiré sa révérence. La saison des récoltes s'approfondissait, et Little Witchwood, avec ses ruelles sinueuses et ses toits couverts de mousse, semblait respirer plus sereinement dans la douce lumière d'octobre. Les drames de l'été avaient certes laissé une ombre légère, mais le village, tel une forêt après un orage, avait commencé à se reconstruire autour des branches brisées. La boulangerie s'emplit à nouveau des bavardages matinaux et de l'odeur de cannelle. Les enfants reprirent leurs cris et leurs courses dans la verdure près du cimetière, et les joueurs entamèrent des discussions hésitantes sur une lecture de Noël, quelque chose de doux et bien loin du meurtre. Miss Marple, quant à elle, retournait à sa vie paisible, sans toutefois s'autoriser le luxe du détachement. La justice, croyait-elle, ne se limitait pas au châtiment. Elle exigeait aussi des soins après coup. Et certaines blessures, bien que non mortelles, laissaient des fractures discrètes chez ceux qui les portaient.
Elle surveillait d'un œil attentif Timothy Blythe, qui n'était pas retourné aux répétitions mais avait commencé à faire de longues promenades hors du village, un carnet glissé sous son manteau. Un jour, Miss Marple le vit assis sur un banc, surplombant les champs, griffonnant furieusement. Elle ne fit aucun commentaire. Elle hocha simplement la tête en passant et remarqua un léger sourire de soulagement sur son visage. Peut-être écrivait-il une pièce, peut-être autre chose. Mais elle espérait avec une certitude tranquille que c'était honnête. On prononçait moins le nom de Daphne Hargrove, même si son absence perturbait parfois les conversations comme un point de suture. Elle avait quitté le village après son interrogatoire, son orgueil et son amertume l'enveloppant comme un manteau trop serré. Aucune accusation n'avait été portée contre elle. Graves avait, à contre-cœur, admis qu'elle n'avait pas eu l'intention de tuer. Mais elle s'était retirée de l'histoire, comme si elle aussi ne supportait pas de lire son propre rôle. Molly avait envoyé sa candidature pour le programme de création de costumes à Londres. Miss Marple l'avait aidée à rédiger sa lettre de motivation, lui conseillant gentiment de laisser de côté l'expression « malheureux incident de répétition » et de parler plutôt de son souci du détail et de son amour pour la narration. Théâtrale. Entre-temps, Molly avait commencé à faire du bénévolat à l'école locale, aidant aux travaux manuels et à la réparation d'uniformes. Elle était toujours silencieuse, toujours en convalescence, mais son silence ne lui semblait plus une blessure. Florence Fosbury était devenue une habituée de la boulangerie, et peu à peu, les villageois commencèrent à lui faire des signes de tête comme à n'importe quelle autre personne. Miss Marple l'avait invitée à dîner à 2 reprises, et à chaque fois Florence avait apporté quelque chose, une tarte aux pommes, puis un pain au miel, et plus récemment, un petit recueil de poésie qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Après le dîner, il s'était assis avec, lisant des vers à voix haute au coin du feu. Peu de mots étaient nécessaires. Souvent, le chagrin ne répondait pas au dialogue, seulement à la présence. L'inspecteur Graves lui rendit visite à nouveau fin octobre, cette fois sans dossier. Il expliqua que c'était simplement un prétexte pour savourer le gâteau aux graines de Miss Marple et une bonne tasse de thé. Mais elle soupçonnait qu'il était venu pour se confier à elle d'une manière qu'elle seule pouvait recevoir. « J'y pense encore, tu sais, » dit-il en remuant son thé. « Avec quelle minutie tout cela a été mis en scène, et combien de temps cela aurait pu durer si personne n'avait vu les coulisses. »« Ce n'était pas une question de vue, » dit. « Doucement, Miss Marple, c'était une question d'écoute. On dit tout pour se défendre, mais la vérité se révèle souvent dans ce qu'on dit. Ne le faites pas dire. » Il hocha la tête. « Et le garçon ?» Timothy recommence, doucement. C'est le meilleur début. Graves but une gorgée et se laissa aller en arrière. « Tu donnes toujours l'impression que c'est plus simple que ça ne l'est. »« Ce n'est pas simple, » le corrigea-t-elle, « mais c'est humain. Et quand on comprend les gens, leurs peurs, leurs désirs, les manières stupides dont ils essaient de se sentir vus, on commence aussi à comprendre leurs crimes. » Il la regarda, mi-amusé, mi-impressionné. « Tu devrais vraiment écrire. »« Un livre. »« Oh non, mon Dieu, » dit-elle en riant. « Si les gens savaient combien de fois j'ai avoué mes méfaits à une vieille dame au col de dentelle, ils ne m'adresseraient plus jamais la parole. » Dehors, les arbres murmuraient au vent. Grave partit peu après, promettant de revenir pour le marché de Noël de la paroisse. Alors que Miss Marple le raccompagnait au portail, elle aperçut Florence en train de discuter avec Madame Witherby autour d'un panier de scones. C'était peut-être, pensa-t-elle, le signe le plus clair que la guérison était en marche. La dernière pièce est arrivée un jeudi sans prétention, glissée dans une enveloppe marron oblitérée de Londres. Il s'agissait d'une lettre d'un notaire, celui de Madame Evangeline Harper en fait, adressée à Mademoiselle Marple et portant la mention à remettre uniquement en cas de décès de Madame Harper dans des circonstances suspectes. Miss Marple l'ouvrit, lentement ses doigts précis, et déplia la seule feuille de papier crème épais. « Chère Miss Marple, si vous lisez ceci, j'imagine que ma fin n'a été ni paisible ni accidentelle.
Vous et moi savons tous deux qu'il existe des gens dans ce monde qui n'apprécient pas les interférences, et je n'ai jamais été très doué pour me mêler de mes affaires. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre bon sens, votre calme et votre refus d'être sous-estimé. Vous m'avez dit un jour que les plus grands crimes n'étaient pas la violence mais la cruauté. Je suis d'accord. Deuxièmement, je te demande une faveur. Si tu en as le pouvoir, prends soin de Molly. Pas seulement pour moi, mais parce que je crois qu'elle te surprendra. Il y a quelque chose chez les personnes discrètes, n'est-ce pas? Cordialement, E. Harper. Miss Marple plia la lettre, la plaça dans le tiroir de son bureau à côté d'une rose séchée du jardin de Madame Harper et resta assise un long moment à regarder les ombres s'étendre sur le salon. Plus tard, dans l'après-midi, elle apporta un panier de confitures de coings à Molly. Elles parlèrent de la récolte, des tissus, du comportement indiscipliné des écoliers avec la colle et du vent froid qui avait tourné. Mais alors qu'elle partait, Miss Marple s'arrêta. « À la porte. »« Oh, et Molly, » dit-elle en se retournant. « Madame Harper m'a laissé un mot avant de mourir. Elle m'a demandé de te dire quelque chose. » Molly cligna des yeux. « Quoi ?» ?»« Elle a dit que tu me surprendrais, et je crois qu'elle avait tout à fait raison. » Elle n'attendit pas la réponse de la jeune fille, mais continua son chemin, le froid luisant sur les joues, l'air sentant la terre et la fumée de bois. Au théâtre de la vie, Miss Marple le savait, l'acte final n'était jamais vraiment définitif. Il y avait toujours de nouvelles scènes, de nouveaux personnages, de nouvelles répliques à prononcer. Mais pour l'instant, la scène était silencieuse, les lumières tamisées. Et quelque part, juste derrière le rideau, quelqu'un préparait son prochain commencement. Alors que novembre s'installait, accompagné d'un murmure humide de pluie sur les avant-toits et de volutes de fumée des cheminées, Little Witchwood s'installa dans la douceur du début de l'hiver. L'air plus froid était comme purifiant. Les conversations s'intensifièrent autour des cheminées, les routines se solidifièrent, et la vive douleur de la tragédie estivale s'estompa pour devenir un souvenir partagé qui n'était plus au cœur du quotidien, mais s'intégrait discrètement à la longue histoire collective du village. L'enquête était terminée. Leonard Fosbury, autrefois Leslie Faulkner, attendait son procès en détention. Sa dénonciation avait révélé une douzaine de mensonges complexes, et à chaque mensonge dissipé, le village semblait se rapprocher, comme pour se protéger. Le rapport final de l'inspecteur Graves soulignait la complicité de Timothy Blythe, l'intention initiale de Daphne Hargrove et le témoignage crucial de Florence Fosbury. Pourtant, dans le silence des marges, il était universellement reconnu que c'était Miss Marple qui avait véritablement résolu l'affaire. Comme d'habitude. Pourtant, Miss Marple n'aurait jamais revendiqué un tel mérite. Elle ne recherchait pas les éloges, et à vrai dire, le sentiment de satisfaction qu'elle ressentait n'avait pas grand-chose à voir avec la justice dans l'abstrait. Pour elle, la résolution n'était pas une question de verdict ou de déclaration publique, mais de compréhension. Et ce qu'elle comprenait le mieux, c'étaient les gens. C'est le dimanche suivant qu'elle reçut la dernière pièce qu'elle ignorait attendre. Elle revenait de la messe du matin, gants boutonnés et parapluie soigneusement roulés sous le bras, lorsqu'elle aperçut Florence qui l'attendait devant son portail. Elle tenait un petit paquet noué avec une ficelle bleue. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle. « Je voulais vous donner quelque chose. C'était à Évangeline. » Miss Marple la conduisit à l'intérieur et accepta le paquet, en murmurant un merci. Elle dénoua délicatement la ficelle et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un carnet, simple, relié en tissu et bien feuilleté. En l'ouvrant, elle découvrit l'écriture de Madame Harper, précise, penchée et légèrement ironique. Observation, acteur du village et note générale. Leslie Faulkner, trop lisse. Un charme d'acteur mais un vide profond. La lettre de Florence confirme le malaise. Daphne Hargrove, rancunière, intelligence vive, allié utile mais peu digne de confiance. Timothy Blythe, impatient. Regardez-le, trop impatient de plaire.
Molly Carmichael, bon instinct, timide mais capable de perception profonde, aura besoin d'encouragement. Miss Marple sourit faiblement en tournant les pages, chacune remplie de croquis de scènes et de mobiles, de questions en marge, et de notes qui, dans une autre vie, auraient pu appartenir à un collègue détective. Madame Harper, semblait-il, en avait vu bien plus que ce qu'on lui avait attribué. Elle essayait de reconstituer l'histoire, dit Florence, avant même que la situation ne devienne dangereuse. Elle soupçonnait Léonard d'être plus que ce qu'il prétendait, que quelqu'un allait utiliser ses connaissances contre elle. Elle pensait ne pas vivre assez longtemps pour en voir la fin. Elle a failli le faire, murmura Miss Marple. Mais son instinct était bon, tout comme le vôtre, ma chère. Florence hocha la tête discrètement. J'ai pensé à repartir, à tout recommencer. Tu pourrais, dit doucement Miss Marple, mais il y a du bon dans le fait de rester sur place, de montrer aux gens qui on est vraiment, et pas seulement ceux avec qui on était autrefois liés. Cela demande un courage d'un autre genre. Florence réfléchit, puis esquissa un lent sourire. Je reste, du moins pour l'instant. Après son départ, Miss Marple referma le carnet et le posa délicatement sur son bureau. La pluie frappait légèrement les fenêtres, et quelque part au loin un chien aboya avant de se taire. Elle reprit son tricot et s'assit dans son fauteuil près du foyer, le feu faible mais régulier. Au final, il n'y avait pas eu de grand retournement de situation, pas de retournement brutal. L'histoire s'était déroulée comme c'est souvent le cas dans la vie réelle. Non pas avec le coup de tonnerre d'un méchant démasqué, mais avec une lente et sûre dissémination de l'illusion. Le tueur s'était révélé non seulement par ses actes, mais aussi par l'insouciance avec laquelle il avait manipulé les autres. Et ce sont leurs blessures silencieuses, leurs aveux discrets et leurs schémas de comportement qui lui avaient tout dit. Pour Miss Marple, chaque meurtre était une leçon. Non pas de violence, mais de vanité, de solitude, d'orgueil et parfois même d'amour. C'était la logique émotionnelle du crime qui l'intéressait, bien plus que sa méthode mécanique. Une femme de bien était morte, et d'autres avaient failli être ruinées, non pas uniquement par argent ou par vengeance, mais par la peur, très ancienne et très humaine, d'être perçue comme inférieure à ce que l'on souhaitait paraître, elle. Prit une nouvelle pelote de laine, douce sous ses doigts, et pensa à Molly, à Florence, au jeune Timothy essayant de se réécrire sur une page. Ils iraient bien. Le village serait bien. Et Miss Marple, toujours observatrice, toujours patiente, serait toujours là, observant, écoutant, attendant. Non pas le prochain crime précisément, mais le tremblement silencieux du cœur humain qui le précédait toujours. Parce que dans Little Witchwood, comme dans toutes les meilleures histoires, la vie continue, calme en haut, secret en bas, mais jamais pour longtemps.